Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Culpabilité, peur, pardon, amour. 4 mots pour démarrer ce podcast. Le ton est donné. Nous cohabitons avec eux comme avec des personnes. Parfois nous les regardons en face ou nous refusons de les voir. Nous les questionnons, nous les fuyons. Nous emmènerait-il un peu trop loin ? Viendrait-il nous stimuler au-delà de ce que nous pouvons accueillir ? Lorsque nous démarrons une nouvelle année, la liste des bonnes résolutions à mettre en œuvre refait joyeusement son apparition. Et en famille, nous n'y échappons pas. Alors comment vivre heureux en nous accueillant tels que nous sommes, parents imparfaits, avec toutes nos bonnes intentions et parfois incertitudes ou certitudes? C'est la question que je vais poser à mon invité aujourd'hui. Je suis ravie de recevoir pour EducCare Marie Costa. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir accueillie. Alors aujourd'hui vous êtes coach parental après une belle immersion dans notre système éducatif, plus de 25 ans comme professeur en SECPA, en maternelle, en primaire, en lycée, auteur, maman solo, un joli parcours riche en rebondissements. Un parcours qui a nourri votre métier actuel, j'imagine. Alors Marie, pour commencer ce podcast, qu'est-ce qui amène un parent à demander l'aide d'un professionnel en parentalité ? Comment expliquez-vous une telle démarche ? Et serait-ce la recherche du meilleur pour son enfant, un peu un parent perfectionniste, ou pour soi-même ? Ou bien est-ce qu'il y a des paires de repères, ou c'est aussi un subtil mélange des deux ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Moi, je pense que le courage. Il faut avoir le courage de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un pour dire « je vais pas bien, j'ai besoin d'aide ». Et ça, c'est vraiment faire preuve d'humilité et de courage. Vraiment, c'est le point de départ de tous les parents qui me téléphonent. Et ils ont cette force de courage. Alors parfois c'est parce qu'ils sont complètement désespérés et il vient de se passer quelque chose de compliqué dans la famille et on a besoin de réagir tout de suite à chaud. Mais quand même, c'est courageux. Et le plus dur, c'est de prendre son téléphone ou de réserver quelque chose, d'envoyer un mail. Le premier pas est le plus dur, c'est celui qui coûte toujours le plus. Donc vraiment les parents, quand ils ont pris cette conscience de se dire voilà, là je ne sais pas faire, et faire preuve de cette humilité, je ne sais pas faire et je vais demander conseil à quelqu'un. Alors après, évidemment, il y a plein de situations de vie de famille particulières et le rôle du coach, c'est de jamais juger et d'accueillir toutes les situations avec la peine de ses parents, puisqu'ils ont vraiment une peine, ils veulent s'améliorer, ils veulent changer, ils veulent parfois une baguette magique qu'on n'a pas, mais par contre, ils sont là pour dans une vraie démarche de changement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne derrière. Quand on a envie de changer, on peut changer. Donc, quand c'est un vrai désir, même si on peut avoir pris le mur d'une certaine manière en se disant mais maintenant il faut que ça bouge et j'ai envie et j'ai l'énergie pour le faire. Voilà, et sans culpabilité aucune. Oui, c'est en tout cas au début peut-être. Un coach n'est pas là pour vous juger, pour dire ce qu'il faut faire. Pareil, il faut vraiment, il va vous aider à révéler votre potentiel et vraiment le meilleur de vous et de s'adapter à votre vie de famille ou à votre façon de fonctionner. Donc c'est lié, c'est à la fois une grande capacité d'écoute, oui. Pas de mode d'emploi, mais aller révéler un peu les talents qu'il y a en chacun, les mettre un peu en lumière, et puis accompagner dans un contexte ou un environnement qui est celui de la famille, c'est bien ça. Et puis il faut s'adresser aux gens en fonction de leur capacité justement à entendre les choses. Donc il faut s'adapter à chaque famille, à chaque public, et puis à chaque difficulté aussi, avec beaucoup d'empathie et beaucoup de tolérance par rapport à toutes les situations qu'on peut entendre et voir. Et de ce fait, ça s'inscrit aussi, j'imagine, dans une temporalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller trop vite non plus. Est-ce qu'il y a un besoin de répondre rapidement ou ça peut aussi se programmer un peu dans le temps ? Alors ça dépend des situations. Parfois, certains parents vont réagir et quand ils prennent le problème au départ, ça va plus vite. Toujours la même chose.
quand on attend et qu'on s'embourbe dans les difficultés, qu'on a plusieurs difficultés, après on reprend dans le coaching un objectif à la fois. C'est l'art des petits pas. Hein, on avance un petit peu. Vaut mieux monter des petites marches et progresser que d'essayer de faire une grande marche et de ne pas arriver à grimper. Donc on apprend aux parents tout doucement à se relever et à reprendre confiance en eux et à retrouver vraiment une sérénité, un équilibre et une joie de vivre en famille en fait. Voilà, donc là le premier gros mot est sorti, c'est la confiance. Oui. Okay. La confiance, elle est indispensable. Prendre confiance en soi, en ses talents de parents. Hein. On a des talents cachés. Très souvent, on nous demande nos défauts, on sait les donner, nos défauts. Et les qualités Les qualités, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est difficile. Et quand je le demande, souvent, les enfants ne savent pas, mais les parents non plus ne savent pas. Quelles sont vos qualités de parents? Et c'est très très embêtant de ne pas connaître ces qualités puisque ce sont nos forces et c'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir confiance en nous. Et de s'appuyer dessus pour après avancer, j'imagine. Évidemment, aussi. Évidemment. Alors merci déjà pour ce petit tour du propriétaire, j'ai envie de dire, pour savoir un petit peu ce qu'est un coach d'une certaine manière et pourquoi vous intervenez et pourquoi on vient en fait vous rencontrer ou on vous demande de l'aide. Alors là, on va revenir un petit peu sur le sujet de notre podcast, puisque est sorti juste avant l'été votre tout dernier ouvrage, Parents, pardonnez-vous et vivez heureux, déjà un titre qui donne envie et qui appelle. Alors qu'est-ce qui a amené et motivé ce projet d'écriture? Parce qu'en fait, le pardon, il n'est pas tellement un sujet accrocheur. Ah oui, le pardon, il n'a pas du tout bonne presse. Hein. C'est même un mot un petit peu tabou qu'on n'a pas envie de prononcer, qu'on a envie d'oublier, qu'on n'a pas envie de revenir sur les choses un petit peu, les zones d'ombre de notre passé ou les choses qui se seraient mal passées, pour le coup. Et c'est vrai que ce pardon, il est associé souvent à la morale, il est associé à la religion, à tort, hein, parce que le pardon, il n'est pas que ça. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que c'est que de pardonner? Parce que je pense que moi, je ne savais pas pardonner. Je ne savais pas faire, donc je ne voulais pas écrire un livre pour donner des conseils. Je voulais vraiment vivre le pardon et je l'ai vécu, je l'ai écrit en plusieurs années, ce livre. Il m'a fallu plusieurs années et revenir sur toutes mes zones d'ombre à moi pour pouvoir partir, justement, on parlait d'humilité, hein, ma propre humilité, c'est-à-dire moi aussi, j'ai pas su faire certaines choses et j'ai pu avancer. Le pardon, donc quand j'ai commencé le livre, je suis allée me renseigner. Je suis allée me renseigner auprès d'hommes politiques, par exemple, parce que le pardon, il existe aussi en politique. On le voit dans les guerres, par exemple, dans les actes de paix, dans les conflits, les choses comme ça. Le pardon, il est aussi dans la justice. Parce que pourquoi on fait appel à un juge un jour? C'est pour pouvoir commencer à retrouver un acte réparateur de ce qui vient de se passer. Le pardon, il est vraiment au quotidien, dans toutes les sphères de la vie, et il est pas à réduire à quelque chose de la morale ou de la religion, mais vraiment à ouvrir. Et on sait combien ce pardon, il est difficile à faire, mais il est libérateur. Il est libérateur. Et ce livre, je vous dis, je l'ai écrit en plusieurs temps, puisque au départ, c'est un éditeur qui est venu à moi. Un éditeur qui est venu à moi très tard le soir, à 23h, et sur les réseaux sociaux, vous savez, Instagram. Et il m'a dit, mais je venais d'écrire un livre qui s'appelait 100 idées pour éviter les punitions, et qui m'a dit, vous n'avez pas d'autres idées? Et je dis, moi, mon idée, ça serait de trouver un livre pour empêcher la culpabilité, que les parents lâchent prise et ne se sentent pas toujours coupables. Et il m'a dit, faites-moi une proposition. Mais j'ai pas cru en sa proposition. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est trop beau quand même pour être vrai qu'un éditeur comme ça vous appelle et vous mette un texto. Et puis quelques mois après, il m'a dit, vous ne m'avez toujours pas rendu réponse. Donc là, je me suis dit, oui, la proposition était sérieuse, et je suis partie une journée sous un arbre à regarder les feuilles, à me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire dans ce livre? Et pendant une journée, ce livre a commencé à germer, et j'ai eu, comme je dis ça, un plan de vol, c'est-à-dire que je me suis dit, où est-ce que je veux aller et où est-ce que je veux amener mes lecteurs? J'ai écrit quelque chose et je l'ai envoyé à l'éditeur à 18h, à l'heure, où c'était la dernière heure pour pouvoir envoyer, je pense, un mail. À 18h15, je recevais un appel en me disant, venez sur Paris, on signe tout de suite. J'ai écrit ce livre, et comme
toutes les choses ne sont pas forcément évidentes dans la vie. Tout le monde était enthousiaste dans cette équipe, vraiment, tout le monde avait envie que je l'écrive. Partenaire pour vraiment vous suivre. Et puis, manque de chance, il y a eu plusieurs choses. La personne qui corrigeait mon livre a eu un congé maternité, est partie, et la nouvelle personne était moins sensibilisée sur le sujet. La directrice de cette maison d'édition a quitté son poste, et finalement, il y a eu le Covid. Donc on m'a dit, ce livre-là, il n'est pas forcément utile de le sortir, de l'éditer. En tout cas, pas tout de suite. Donc on m'a rendu mes droits. Et je n'ai pas pu écrire pour cette maison d'édition. Pourtant, qui était vraiment partante pour le faire. Et je me suis dit, c'est dommage de laisser ce livre que j'avais écrit, finalement. En suspens. Donc j'ai essayé de trouver un autre éditeur qui me corresponde. Et j'ai trouvé un petit éditeur lyonnais, puisque je suis lyonnaise. Et cet éditeur m'a dit, mais oui, je vais l'écrire parce que vraiment il a un sens. Donc c'est pour ça qu'il a été écrit et relu et recorrigé par une deuxième personne, une autre maison d'édition qui a voulu le faire. Et voilà, avant même de sortir, il a été réimprimé parce qu'il avait déjà une bonne presse. Merci pour ce petit détour aussi qui nous permet de voir où sont les prémices et comment les choses ont évolué, et le fait aussi de se dire, bon, c'est un sujet qui n'est pas forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, accrocheur, qui n'est pas bonne presse, mais qui, tout compte fait, va trouver son public. Mais oui. Et on va voir justement pourquoi ça peut être intéressant de le lire et de le relire. Alors je le disais, Parents, pardonnez-vous et vivez heureux, c'est un livre qu'on lit, moi j'ai lu d'une traite, et que j'ai relu pendant l'été. Les situations partagées résonnent, font écho dans nos propres vies, on imagine bien ce qui se vit et on voit notre propre parcours. Et ce qui ressort, et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la force et la puissance qui est donnée aux mots en fait. Parce que vous l'écrivez, les mots ont parfois plus d'impact que les coups. Et si d'une manière intuitive nous en sommes convaincus, comment on apprend à parler autrement? Comment, vous le dites aussi dans votre livre, comment on dit autrement, comment on dit correctement, pour que ça soit entendu et qu'on ne blesse, en tout cas qu'on blesse moins les autres. Le poids des mots, il est important. Le poids des mots peut être un fardeau. Et un fardeau qui reste longtemps. Souvent, quand on a des mots qui dépassent notre pensée, c'est sous l'effet de la colère, de l'emportement, de l'énervement, du stress, de la fatigue. Et là, souvent, on dit des choses parce que on est tellement mal à l'intérieur de nous qu'on a besoin que l'autre en face entende qu'on ne va pas bien et que ça rejaillisse sur lui, presque de lui faire mal autant qu'on a mal à l'intérieur. Et ces mots que l'on va dire, l'autre il n'est pas forcément prêt à les entendre, puisqu'en plus ce ne sont pas des mots que l'on pense. Quand juste après une colère ou un énervement, on revient sur ce qu'on a dit, on s'est dit je suis allée trop loin, j'aurais pas dû dire ça, et on regrette, c'est trop tard, et souvent nous on veut vite passer à autre chose, on va enfouir, on va se dire non, ça je veux plus c'est comme si je l'avais pas dit. Alors que l'autre en face, il a entendu tout ça, il a reçu tout ça, et ça peut être des mots qui restent très très longtemps, et des mots par exemple d'un enseignant ou d'une maman ou d'un papa quand on est petit peuvent nous poursuivre toute notre vie. Tellement la charge émotionnelle est forte à ce moment-là. Et même modifier parfois même nos façons de faire parce qu'on a entendu ça sur nous et on se croit tout d'un coup plus capable ou plus, on se donne plus la possibilité de faire et on se ferme vraiment des opportunités. Donc le poids des mots peut être un fardeau, et vraiment il faut arriver à se poser et à se dire là je suis en train mes mots vont plus loin que ma pensée. Donc il y a une petite expression qui existe, c'est tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire les choses, et je pense que c'est ce moment là où on se dit non, je prends conscience que je suis en train d'aller trop loin, je stoppe tout, et demain quand je serai calme, j'irai expliquer ma colère et j'utiliserai d'autres mots en fait. Mais ça veut dire qu'il faut une vraie capacité c'est-à-dire qu'il faut se voir en train de monter en puissance, en colère ou en énervement, et de se dire, là il vaut mieux que je m'arrête, parce que ce que je vais dire peut détruire, toucher l'autre, au point de rompre en fait la communication. Une maman m'avait donné une astuce, je peux vous la donner. Bien sûr, au contraire. Quand elle était très en colère, elle se pinçait les lèvres. Mais très fortement, jusqu'à s'en faire mal presque. Parce qu'elle disait comme ça, les mots ne peuvent plus sortir.
Et le cri, parfois, se terminait en pincement de lèvres, jusqu'à ce qu'elle souffle très très fort avec sa bouche pour pouvoir sortir toute cette colère, mais par le souffle et plus par les mots. Et elle disait que voilà, c'était son moyen de rompre avec ce qui est en train de se passer et peut-être de repartir sur quelque chose de plus rationnel le lendemain. Voilà, quand l'émotion est passée, la raison vient. On ne peut pas être à la fois dans la raison et l'émotion. Quand vous êtes au volant et qu'on vous fait une queue de poisson, vous êtes énervé, vous accélérez, vous insultez, vous voulez... voilà, mais vous n'êtes pas en train de raisonner. La voisine, votre passager peut vous dire « Mais Marie, arrête, les enfants sont là, arrête d'insulter. » Mais non, c'est plus fort que nous, on est en colère à ce moment-là. Donc il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas à la fois être en colère et à la fois être dans la raison. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on punit un enfant, on ne peut pas lui demander de réfléchir. Il est juste en colère. Il ne peut pas réfléchir. C'est impossible. Et l'émotion trop forte, comme ça, on ne peut pas réfléchir. Donc, il faut laisser tomber cette émotion pour pouvoir retrouver un peu de réflexion et un peu de raisonnement et s'arrêter dans cette... Donc en fait, c'est déjà être dans cet accueil de l'émotion, de la sentir en disant, là, c'est vraiment pas le bon terrain pour pouvoir parler ou dire quelque chose et de différer d'une certaine manière. Voilà, et de l'accueillir, cette émotion, ça c'est le mot qu'il faut faire. C'est-à-dire, j'accueille cette émotion, je prends conscience que je suis en colère, je prends conscience que ça va pas, et je l'accepte. Et pas je la refoule. Parce que très souvent, on refoule nos émotions, et quand on les refoule, qu'est-ce qui se passe ? Elles s'accumulent. Et tous les jours, on se dit, je suis zen, je dois être une maman souriante, je dois être un papa confiant, je dois être... voilà. Et tout ce qui va pas bien, on ne veut pas l'affronter. On met ça sous le tapis. On le met sous le tapis. Et ça s'accumule jusqu'au moment où on explose. Ou alors on implose. C'est-à-dire que soit on crie, soit on pleure. Et c'est pas le bon moyen. L'émotion, il faut s'écouter. Voilà. Écouter ce que l'on ressent, parce que c'est en s'écoutant soi qu'on peut écouter les autres. Donc c'est déjà un premier passage. Et oui. Ça c'est intéressant à retenir, c'est un premier passage. Alors je fais aussi le parallèle avec évidemment les enseignants, puisque là on s'adresse à des parents, à des enseignants qui sont parents. Et c'est vrai que de pouvoir à un moment donné avoir conscience de ça, de ces émotions, non pas de les gérer, mais au moins déjà de les accueillir, parce qu'on ne gère pas, hein, on l'accueille et on voit ce qui se passe. Mais d'avoir cette première étape en disant stop, et faire que ça redescende tranquillement, pour peut-être après mettre des mots, mais pas tout de suite. Évidemment, il y a un décalage. Évidemment. J'ai très peu crié quand j'étais enseignante dans mes salles de classe, et un jour d'inspection, je discutais avec l'inspecteur et les élèves qui étaient des 4e, 3e, vraiment très turbulents, je dois avoir une classe de 3e très turbulente, en 5 minutes avaient mis le bazar dans la classe. Et quand on est rentré, il y avait des élèves sur les chaises, d'autres qui lançaient des boulettes de papier, il y avait des hurlements, tout le monde faisait beaucoup de bruit, et avec cet inspecteur, je me suis sentie tellement mal que j'ai poussé un cri de Tarzan, vous savez, le cri libérateur qui fait que... Le cri tribal. Voilà, le cri, mais complètement, un cri archaïque, je ne sais pas d'où il est sorti, et l'inspecteur est allé s'asseoir au fond de la classe, parce qu'il y a tout d'un coup eu un grand silence. Mes élèves se sont assis, et je me suis assise au bureau, et je suis restée quelques minutes, je pense, enfin pour moi ça a été très long, dans le silence, et j'ai commencé mon cours, et plus personne ne disait rien, et à la fin il y a un élève qui a dit « Madame, refaites jamais ça, vous nous avez fait peur ». Et en fait c'est ça, c'est qu'à un moment donné de se dire, voilà, je me suis permise ce cri peut-être, mais l'inspecteur ne m'a pas sanctionné, parce qu'il m'a dit en fait, on a vu que vous n'aviez pas l'habitude de crier, vous ne savez pas crier d'ailleurs, j'ai dû faire un cri tellement terrible qu'il était, voilà, mais par contre il a eu l'effet escompté, c'est-à-dire que moi j'ai libéré toute cette tension, après j'ai coupé tout ça. Et j'ai pu retomber le fait d'avoir pris le temps aussi de me poser devant mes élèves, devant cet inspecteur. Je me suis dit, de toute façon, je risque rien, voilà. Et la classe a été parfaite derrière. Donc, accepter même ces imperfections quand on est professeur, accepter qu'on n'y arrive pas à certains moments et que c'est trop dur. Et de se pardonner aussi à soi-même. Je me suis pardonné ce cri, et finalement ça a été libérateur et formateur. Ce qui est intéressant dans ce que vous partagez, c'est que les élèves ont eu une prise de conscience à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une surprise, c'était tellement un inattendu parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, que de ce fait ça a coupé cette ambiance d'une certaine manière, et ça vous a permis
même après de revenir dessus, mais de se dire, voilà, quoi, les choses sont revenues à la normale. À la normale. Et même l'inspecteur m'a dit, mais de toute façon, on voit que vous n'aviez pas l'habitude et que eux n'avaient pas l'habitude de vous entendre crier, puisque après, c'était très, très, très calme. Et à l'écoute. Oui, ce que je voudrais dire par rapport au poids des mots, si je peux encore dire quelque chose. Oui, au contraire. Si ce que l'on a à se dire n'est pas meilleur que le silence, il vaut mieux se taire. Redites-le nous encore une fois. Ah, je le redis. Si ce que l'on a à se dire n'est pas meilleur que le silence, il faut se taire. Et parfois un silence est plus important que tout ce qu'on dit. Souvent, on est dans l'explication, même dans notre éducation, on veut tout justifier, on veut expliquer, on veut... Et le poids du silence, il est aussi important et il faut apprendre aux enfants à écouter le silence, mais pour cela, il faut que nous, on accepte de temps en temps d'être en silence aussi. Donc là aussi, c'est un apprentissage qui est progressif, Oui. parce que on est quand même dans un monde aujourd'hui où, en fait, c'est un bruit environnant. Le bruit, il y en a partout. Tout le temps. Faire face au bruit et même... ou plutôt faire face au silence et de se dire ça peut être insécurisant le silence puisqu'on est un peu face à soi, donc tout ça c'est quand même aussi un apprentissage et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut s'entraîner comme un peu, alors là il faut un coach du silence. Il faut tous les jours se dire comment aujourd'hui je vais rester un petit peu silencieux pour pouvoir écouter l'autre. 30 secondes pour commencer. Exactement. Allez-y doucement, faites une petite progression, mais se dire pendant quelques secondes au début du repas, je suis en silence et j'écoute les membres de ma famille par exemple. Je vais voir comment ils se sentent. Dans le silence, on observe, on a aussi tout ce qui est non-verbal, on comprend tout ce qui peut se passer et on dénoue beaucoup de situations parce qu'on arrive à se connecter à l'autre et à comprendre ce que l'autre peut vivre. Alors ce qui est aussi intéressant, je vais faire le parallèle avec l'accueil en classe par exemple, quand parfois on peut être tenté de parler très vite avec les élèves, mais c'est toujours intéressant de les voir arriver, les voir s'installer, on sent l'ambiance, sans les mettre tout de suite forcément, il peut y avoir des rituels, des habitudes, mais se dire, ils sont dans quel état là, comment je les accueille ? Est-ce que j'accueille déjà avec le regard ? Est-ce que j'accueille dans ma façon d'être, mais sans forcément parler. Et ça peut être déjà en fait une petite étape d'appropriation ou d'être avec ce silence-là et de leur permettre de le vivre aussi. Et quand on est en silence, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les élèves vous observent en se disant mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il ne commence pas ? Donc en fait ils se taisent. Et moi j'attendais le silence pour commencer. Et c'est le début de l'autorité. Si vous ne voulez pas crier, si vous voulez continuer d'être calme avec vos élèves, il faut commencer par les respecter et attendre que tout le monde se respecte. Donc moi j'étais en silence, je les observais en souriant. Et comme j'étais muette, ils étaient inquiets et ils se posaient cette question, mais quand est-ce qu'elle va commencer ? Un professeur muet, c'est pas possible. Hein. Et c'est quand on baisse le ton qu'ils écoutent. On est très écoutés quand on est à faune. Oui, c'est les moments où en fait ils sont tellement... ils prennent soin en fait d'une certaine manière et on voit bien qu'il y a une synchronisation à ce niveau-là. On voit bien quand on descend en classe, la voix, les élèves vont suivre. On va chuchoter, ils vont chuchoter, on le sait avec les maternelles. Hein. Fantastique. Alors c'est très bien parce que ça nous donne déjà des pistes et on entend bien que le silence est une voix. Alors on va dire voix VOIE et voix VOIX parce qu'on a un peu les deux, hein, parce que le silence peut être une voix véritablement. Alors on a parlé déjà, sans le nommer, d'intériorité, hein, puisque ça se couple avec le silence. Et puis, parfois, on est tenté, vous l'avez dit, de mettre sous le tapis. Alors là, moi, j'ai envie de vous poser cette question toute simple. En quoi un travail de mémoire facilite la prise de conscience et un premier pas vers le pardon ? En quoi le fait d'aller revisiter un petit peu tout ce qu'on aurait mis sous le tapis peut nous aider à faire ces petits pas dont on parlait tout à l'heure vers le pardon ? Le pardon, c'est une décision. Il faut décider de pardonner. Il faut décider de retourner là où ça fait mal. De revenir sur des choses que l'on a voulu enfouir, justement. Le pardon, une fois qu'on a décidé, qu'on s'est dit, ça y est, là, je vais aller là où ça va pas, c'est pas oublier le pardon. Au contraire, c'est se remémorer ce qui fait mal. Ce que l'on n'a plus envie d'entendre. La honte, par exemple, que l'on a eue à un moment,
ou la haine que l'on a ressentie, ou toutes ces émotions qui sont... vous savez, dans les émotions, elles sont toutes naturelles. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. D'accord ? Et c'est important de se dire que, bah oui, cette émotion-là, il faut que je l'accueille et que je retourne sur ce passé-là. D'ailleurs, quand on fait appel à la justice, on repart sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on ressort des dossiers qui sont parfois compliqués, avec des preuves, avec des photos, avec des audios, avec des choses que l'on n'a plus voulu. Il y a toujours un délai entre ce qui s'est passé pour laisser plein d'émotions s'apaiser, mais au moment où on ressort tous ces vieux dossiers, toutes ces choses compliquées, c'est là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir entamer une réparation. Et bien c'est pareil dans le pardon. Le pardon, c'est partir dans ces zones d'ombre, partir dans tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'allait pas dans le passé, pour pouvoir aller le revisiter et accepter justement de faire ce travail de mémoire, parce que notre conscience, elle ne doit pas être complètement anesthésiée. Hein ? On n'a pas là pour mettre un produit anesthésiant sur tout ce qui s'est passé. Non, il faut vraiment réveiller tout ça, reconnaître ce que l'on a fait ou reconnaître ce que l'on nous a fait. Les deux sont liés dans le pardon. C'est vraiment, je reconnais ce qui s'est passé, ou alors je reconnais ce que l'on m'a fait. Donc c'est vraiment ça. On est obligé de partir sur cette blessure pour pouvoir donner du sens et avancer. Donc ce travail de mémoire, il est fondamental. Alors il est fondamental, et tout à l'heure on parlait de courage, pour les parents qui demandent de l'aide, c'est courageux aussi. Ah oui, c'est très très courageux, et c'est ce qui demande le plus de temps. Le pardon, il faut du temps, il faut vraiment vraiment prendre le temps, on ne peut pas pardonner du jour au lendemain. Là aujourd'hui, dans le cadre de l'écriture de ce livre, j'ai eu au téléphone une maman qui a pardonné l'impardonnable. Et vraiment, je vais lui rendre hommage là, j'espère qu'elle écoutera cette émission. Cette maman-là, elle a pardonné quelque chose que moi je ne pense que je ne pourrais pas pardonner. C'est le meurtre de ses enfants. Elle avait 2 enfants et c'est son ex-mari qui les a tués. Elle a mis des mots. Elle a mis les mots les plus compliqués sur tout ça. Elle m'a dit que c'était long, qu'elle en a énormément souffert, qu'elle a pleuré, mais que la plus grande violence qu'elle se faisait à elle-même, c'était de refuser de pardonner. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passait ? Là, son ex-mari, après, a mis fin à ses jours. Donc il ne restait plus qu'elle dans cette histoire. Et c'était elle qui se faisait mal en ruminant toutes ses pensées, en ruminant cette haine, en ruminant tout ce côté tellement sombre et tellement inimaginable, parce que insupportable. C'est pas possible de vivre avec quelque chose qui est insupportable, elle me le disait d'ailleurs. Donc il fallait qu'elle travaille sur elle pour sortir de ça, et reconstruire quelque chose. Maintenant elle a des enfants, mais il a fallu vraiment qu'elle accepte ce qui se soit passé et qu'elle revienne sur les parties les plus compliquées de cette vie pour pouvoir se libérer. Le pardon, c'est libérateur. Et le pardon, on ne peut pas revenir sur le passé. Le passé est passé. Ça s'oublie pas quand même. Le pardon ne s'oublie pas. Non, ça c'est sûr. On ne peut pas recoller ce qui est cassé. Mais par contre, à moins d'être au Japon et de mettre de la colle, en or. Oui, on voilà. Est mais dans le cas de cette maman, elle ne pouvait pas refaire revenir ces enfants-là. Mais par contre, elle pouvait les faire revenir avec des images positives, avec des choses, des bons moments, avec la joie qu'elle a eue de les avoir et tout ce qu'elle a pu leur apporter. Et pour cela, il fallait qu'elle chemine par ce pardon. Elle traverse ça, vraiment, il y a différentes phases au pardon, donc il y a ce travail de mémoire, mais il y a ce travail d'acceptation aussi. Oui, j'accepte toutes mes émotions, j'accepte aussi de ne pas y arriver. Certains jours, c'est dur de pardonner l'impardonnable ou de pardonner à quelqu'un, mais par contre, quand on a compris qu'on ne pouvait pas changer le passé, mais qu'on pouvait agir sur le présent pour pouvoir être plus heureux à l'avenir, la bascule se fait à ce moment-là. On se fait à ce moment-là.
Et ça, c'est très personnel, j'imagine, puisque ça dépend de ce qu'on a vécu, du pardon qu'on a envie de donner alors à soi et à l'autre. Et ça ne se commande pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses sont mûres, on est peut-être plus prêt à faire cette bascule et de se dire « je redémarre ». Oui, et il faut se laisser le temps. Être indulgent aussi vis-à-vis de soi-même, laisser le temps au temps. Les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. D'accord. Alors, après le travail de mémoire, comment on sort de cette culpabilité, quelle qu'elle soit, parce qu'on peut se dire qu'on est coupable de tout, on a vécu quelque chose de compliqué, on a fait vivre quelque chose de compliqué à ses enfants. Comment on sort en fait de ça? Quelle serait une piste pour nous aider à regarder ça autrement? La culpabilité, c'est quand on s'accuse. D'accord ? On s'accuse soi-même de ne pas avoir réussi à faire quelque chose en accord avec nos valeurs, on n'est plus aligné, on a une sorte de désalignement, on n'est plus du tout, voilà, et on a fait quelque chose, voilà, on sait, puis on est allé sur une zone où on n'avait pas envie d'aller, puis finalement, c'est ça, la culpabilité, ça nous ronge parce que c'était pas nous à ce moment-là, d'accord ? C'était une partie de nous en fait, oui. Mais pour se libérer de ce regard qu'on a sur nous-mêmes, il faut se poser une seule question, mais pourquoi se condamner continuellement ? Parce que par la culpabilité, on se condamne. C'est toujours nous, finalement, oui, j'y suis pas arrivée, j'aurais pu faire, et si j'avais fait autrement, et si ça s'était pas passé comme ça, et j'aurais pu être mieux, et ça c'est le passé, en fait. C'est pas possible, on peut pas changer le passé. Quand on conduit, on regarde à l'avant, on regarde pas dans le rétroviseur. De temps en temps quand même. De temps en temps. Mais la plupart du temps, on regarde devant, on regarde sur les côtés, donc il faut aller de l'avant. La culpabilité, c'est le passé, c'est fini, il faut rebondir là-dessus et regarder son propre intérieur, mais sortir sur cette spirale de reproches, de mots durs que l'on a vis-à-vis de soi, parce que souvent on est plus dur vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres. La tolérance, elle commence comme ça. En fait, l'accusation, entre guillemets, c'est vraiment vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire comment je peux peut-être m'accueillir aussi, comme m'accueillir en tant que personne et m'accueillir avec ma vulnérabilité, ce que j'ai posé qui n'était pas du tout adapté, mais regarder devant. C'est ça. Changer en fait de perspective. Accueillir sa vulnérabilité, accueillir ses faiblesses. Oui, on en a tous et heureusement. Et heureusement qu'on en a, parce que si on n'était que des hommes parfaits, on serait des robots. Et ça serait pas un monde humain. Donc non, l'humanité, elle est faite de nos faiblesses, et heureusement qu'on a ça. Donc ça, c'est vraiment important. Donc le pardon, il est à soi, et c'est le plus dur à faire. Se pardonner à soi, c'est vraiment d'ailleurs l'objet de ce livre. C'est d'arriver à pardonner aux autres, c'est plus facile que de se pardonner à soi. On rumine encore plus longtemps. On a quand même 80% de nos pensées sont négatives dans la journée. Et elles sont souvent identiques à celles de la veille. Donc on rumine. On est comme un petit hamster dans sa roue et on tourne en boucle nos pensées. J'aurais dû, je devrais, il faut que, il y a qu'à, faut qu'on... Ça me fait penser à Serge Marquis qui le dit, ce hamster qui tourne dans sa cage tout le temps en disant on n'en sort pas. Alors à quel moment sortir de ses pensées. Alors dans ce que vous dites, on entend bien que assumer en fait notre parentalité imparfaite, c'est quand même être assez lucide sur soi. Et ce passage, ce rapport de soi à soi, c'est-à-dire de se regarder, c'est vraiment un passage qui est obligé, c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement avant de penser à autre chose. Oui, il faut accepter de passer par soi et par ses vulnérabilités pour dépasser tout ça. Il faut exprimer, se dire voilà, je suis responsable de ça. Accepter ça et puis être courageux à ce moment-là. Je suis responsable. Oui, en effet, ce matin, j'ai dit quelque chose qui a dépassé mes pensées. J'ai fait ça, c'était pas dans mon intention. On accepte, on reconnaît. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va exprimer ses remords ou ses regrets. Il vaut mieux exprimer ses sentiments tout de suite. Ça fait un petit peu mal sur le coup, mais c'est beaucoup plus simple après. Et puis l'autre accepte aussi. Quand on demande pardon aux enfants, par exemple, ou à son conjoint, il va nous demander pardon. Il y a les neurones miroirs, vous savez, dans le cerveau. C'est, quand on commence à faire ce chemin-là, on dit merci à un enfant, il devient poli. C'est la même chose. Je dis pardon à mon enfant, il sera pardonné aussi. Ça, c'est important d'exprimer ses remords, parce qu'après, on peut réparer les dégâts.
On peut réparer et on renouvelle, on repart à neuf. Enfin pas à neuf, on repasse. Le pardon, j'ai l'impression, je dis souvent aux enfants, pour l'expliquer aux enfants, c'est quand par exemple, tu t'es fâché avec un ami. Et ben c'est comme s'il y avait un grand fossé qui s'est creusé entre vous deux. Et vous voulez plus jouer ensemble. Et vous boudez, vous vous tournez l'un l'autre. Et ben le pardon, en fait, c'est difficile, mais c'est qu'on construit un pont. Et chacun, on passe au-dessus de ces difficultés. Elle existe, elle est toujours là. C'est pas oublié. Il y a toujours ce gouffre entre nous. Il faut être deux pour le pardon. Voilà, il faut être deux. Et il faut aller faire ce pont qui va nous par-dessus. On va passer par-dessus cette difficulté. Elle existe, on passe par-dessus. C'est une belle image, ça, à retenir aussi quand on est... Je pense à des cours de récréation ou même en classe quand on a des difficultés. C'est toujours intéressant de pouvoir... d'avoir des images comme ça pour aider les enfants à le vivre. Alors, tout à l'heure, on avait parlé même hors podcast de la spiritualité. Alors, quelle que soit notre spiritualité, le pardon, il fait vraiment partie intégrante de nos vies. On vient de le voir, on vient de l'entendre dans ce qui a été dit. Il est au cœur de nos relations familiales, amicales, professionnelles. Ça se joue dans tous les domaines de notre vie. Quels sont vraiment, si on revient là-dessus, les écueils qui sont les plus fréquents à repérer pour... Quand le pardon est en jeu, qu'est-ce qu'il faut, il faut être prudent sur quoi, si on avait à nommer un petit peu les choses? Quels sont vraiment ces écueils en disant attention? Se rappeler que tout ce que le pardon n'est pas. Donc déjà, première chose, on l'a bien dit, c'est pas oublier les choses. Au contraire, c'est se remémorer, prendre conscience. Le pardon, ce n'est pas non plus tout excuser, d'accord ? C'est reconnaître qu'il y a eu une injustice et qu'elle doit être réparée. L'erreur, elle doit être reconnue pour pouvoir commencer un pardon. On est obligé de le nommer, de ce qui s'est passé. Ensuite, se dire que le pardon, c'est pas quelque chose de facile et rapide. D'accord ? Il faut de la volonté, il faut du courage. C'est courageux. Et se laisser le temps au temps. Et puis, le pardon ne revient jamais comme avant. Repenser à ce vase du Japon. Non, Et pardonner n'est pas une faiblesse. Quand on a fait tout ce chemin-là, on se rend compte qu'au contraire, c'est une force. Et pour pardonner, il faut être un peu sage quand même. Il faut avoir cette sagesse-là. Donc se dire, non, pardonner, c'est pas une faiblesse. C'est une vraie force. Ça, c'est important aussi de le réentendre. Merci pour cette identification, en tout cas, de bien comprendre où ça nous emmène, le pardon. Pardonner, c'est pas oublier, c'est pas effacer, mais c'est renoncer à haïr, à juger ou à souffrir. Voilà, c'était ça qu'elle me disait, cette maman. C'est vraiment arrêter cette spirale de pensée négative et de me tourner vers quelque chose de positif demain. Mais voilà, entrer dans cette bascule et vraiment faire ce chemin, parce que c'est un véritable chemin. C'est un chemin. Alors justement, quels sont les bienfaits du pardon pour soi, pour l'autre ou pour les autres? Parce que ça va à un moment donné forcément rejaillir sur l'environnement, on va dire. Moi, je pense, avec l'écriture de ce livre, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si j'ai raison en vous disant ça, mais que le pardon profite plus à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné. Je la répète. Oui. Le pardon profite plus à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné. Ça libère davantage? Mais bien sûr, parce que moi, en faisant l'écriture de ce livre, je livre des moments de ma vie et je suis quelqu'un de très secret. J'ai une vie sociale très importante, je vois beaucoup de monde, je suis sur les réseaux, je m'expose et je suis très secrète sur ma vie personnelle. Et pour écrire ce livre-là, il a fallu que je sorte des petites histoires que j'ai fait relire à mes enfants pour être sûre qu'ils acceptent tout ça. Mais voilà, c'est important de se dire que, oui, là, le pardon, là, moi, ce livre, il a été libérateur. Rien que le fait de l'écrire et en plusieurs étapes et en continuant dans ce chemin pour essayer vraiment de livrer en fait votre expérience aux autres, c'est ce qui vous a fait aussi grandir. Voilà, et on n'est pas dans la morale. Mais ça c'est important, vous l'avez dit aussi plusieurs fois, on est hors de ce champ-là. Oui. Ça ne se situe pas à ce niveau-là. En tout cas, si on met le pardon, on l'accroche à la morale, en fait, on perd ce qu'il est véritablement. Exactement. C'est trop réducteur, on est d'accord? C'est ça. On s'approche en fait là de la rentrée scolaire, parce que quand on enregistre, on n'est pas trop loin. Dans la relation avec nos enfants, justement, de quoi faut-il prendre le plus soin pour vivre en fait quelque chose de plus harmonieux?
Eh ben, je sais pas, je donnerais le conseil qu'on a donné tout à l'heure, se faire cet effort du silence. Parce que quand on laisse le silence, eh ben voilà, on observe autre chose. Et ce moment de rentrée, c'est un moment de bouleversement, on court dans tous les sens, et il n'y a plus de place pour le vide et le silence. On remplit son emploi du temps. On va avoir 4 ou 5 activités pour ses enfants. Il faut que le mercredi, tout soit bouclé. Que le cartable, il y ait tout. Que notre enfant réussisse à l'école, et donc on va tout mettre en place. Il aura des cours de maths, il va faire des cours de piano. Et finalement, on passe à côté de l'essentiel de se dire, oui, mais je me pose quand, moi? Je lâche prise quand? Je me pose à côté de cet enfant-là et faites des petits moments comme ça, 5 minutes où on fait rien. C'est long, hein. Commencez par 1 minute. Et même peut-être mettre un petit sablier et regarder le sable couler pendant 1 minute. Et je me détends avant de faire ma soirée, par exemple. Soirée de 5 à 7, c'est terrible. On a tellement de choses à faire. Et ben, voilà, je me pose. En tant que maman solo, ça, on peut le faire. Avant de commencer une journée compliquée, eh ben, on se pose avec ses enfants autour d'une table et on regarde le sable couler pendant 1 minute et on écoute le silence. Là, si on avait 2 secondes dans ce moment-là, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes dans votre voiture, alors fermez pas les yeux. Si vous êtes dans votre canapé, détendez-vous. Profitez de ce moment pour ressentir ce qu'il y a en vous, pour écouter ce qu'il y a autour de vous. Quels sont les bruits, les odeurs. Fermez les yeux et sentez si vous êtes fatigué, si vous êtes énervé. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Quelle est l'énergie qu'il y a à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis serein? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis tout excité parce que je viens d'avoir une bonne nouvelle? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que je ressens? Apprenez à faire ça parce que c'est le début de la maîtrise des émotions. Et le silence, en fait, c'est en faisant silence qu'on écoute les autres, mais qu'on s'écoute aussi. Et commencer à s'écouter, c'est le début du bonheur. Alors merci Marie pour cet exercice en direct qui n'était pas prévu, mais qui j'espère aura apaisé les uns et les autres. Et dans ce que vous venez de partager, moi j'entends aussi cet espace qu'on va créer à l'intérieur de soi, et cet espace qu'on peut aussi créer avec son ou ses enfants ou son conjoint, pour se dire, ben voilà, cet espace, on peut en faire quelque chose au lieu de le meubler sans arrêt. Est-ce qu'on peut déjà le regarder et le faire vivre peut-être un petit peu différemment? Magnifique ce petit temps offert pour pouvoir se poser, quel que soit le moment de la journée. Là, vous nous avez vraiment partagé quelque chose d'intéressant, donc vous trouverez de toute façon dans le livre de Marie Costa plein d'autres pistes, donc on ne va pas toutes les dévoiler maintenant, ça c'est une certitude. Maintenant, si on avait un petit conseil à donner aux parents pour... Là, on vient de vivre un exercice qui peut être vécu seul, en famille. Qu'est-ce qu'on pourrait encore donner comme petite piste ou conseil juste là pour que la joie et la sérénité se vivent dans ces moments de rentrée où en effet il peut y avoir du stress, il peut y avoir beaucoup de choses à faire? Qu'est-ce qui peut être apaisant, structurant et que chacun ait sa place et la trouve? Réfléchir au sens de votre vie. Ah ça va loin Marie. Ça va loin. Mais l'éducation, c'est pas une rentrée scolaire. C'est pas mon enfant en CP doit savoir lire, mon enfant cette année doit avoir le bac. C'est pas ça. L'éducation, c'est 18 ans où vous allez avoir 18 étés pour pouvoir profiter de vos enfants, par exemple. Mais l'éducation, c'est surtout transmettre des valeurs. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant? Qu'est-ce que vous voulez, quand il sera parti de votre maison, qu'il retienne de votre vie et de votre éducation? Et pour ça, il faut se poser cette question-là, dans cette pré-rentrée. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui est futile? Qu'est-ce qui fait partie du quotidien? Qui est, bon, évidemment, normal. On doit manger, éduquer, prendre soin de ses enfants, etc. Mais sortir de tout ça, je vous invite à prendre de la hauteur, à survoler l'éducation comme un plan de vol et se dire, un jour il va me lâcher la main, cet enfant, il va partir, il va vivre sa vie, mais qu'est-ce que je veux lui transmettre? Ça, c'est vraiment le lâcher prise, le premier. Et si je peux terminer par quand même l'expérience d'une infirmière, oui, qui est australienne, qui s'appelle Bronnie Ware.
et qui accompagnait des personnes en fin de vie et qui leur demandait quels étaient leurs regrets. Eh bien, ces personnes-là n'ont jamais dit une voiture que j'ai pas pu acheter, une maison, ou ma maison avec ma piscine, ou mon voyage. Non, non, non. Les 5 regrets qu'ils ont mis, toutes ces personnes elle a dit, le premier regret, c'est « j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre ce que je souhaitais et pas de faire ce que les autres attendaient de moi. » Première chose. Faire ce que vous voulez vraiment, être le parent authentique, le parent qui vous ressemble, le parent que vous voulez être pour votre enfant et pas celui qui est dicté par la société, par les médias, par les livres même. Soyez vrai, soyez authentique. Deuxième chose, j'ai regretté d'avoir travaillé aussi durement, d'avoir mis toutes mes priorités sur le travail et pas sur l'autre chose. Troisième regret, de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. De ne pas avoir eu l'audace d'aller là où ça fait mal et d'aller demander pardon ou d'aller dire que l'on aimait l'autre, aller dire tout ce que l'on ressentait, tous ces sentiments, c'est important de les exprimer parce que on ne sait pas, tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc chaque jour, il faut le vivre intensément et se dire, bah oui, c'est aujourd'hui qu'il faut que je fasse tout ça. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, j'ai plein d'options, j'ai plein de nouvelles options qui s'offrent à moi. Donc je vais choisir les options du bonheur. Et le 4e regret, c'était de ne pas être resté assez en contact avec les autres, avec ceux qu'on aime, avec ses amis, de ne pas avoir profité de passer assez de temps avec ses enfants. Donc déconnectez-vous et connectez-vous à eux, vraiment avec les gens que vous aimez, passez du temps avec les gens que vous aimez. Et puis le dernier conseil, c'est s'autoriser à être heureux. Voilà. Pour ne pas le regretter, il faut s'autoriser. J'ai droit au bonheur. J'ai droit, parce que le positif, c'est comme un aimant, ça amène au positif. Donc c'est vraiment important de se caler là-dessus et on ne va pas le banaliser. Quand on ressent une émotion agréable, comme on a fait tout à l'heure, on s'arrête, on savoure et puis on se dit comme c'est bon. Merci Marie pour cette image du bonheur, pour cette autorisation au bonheur en toute simplicité ou douceur. En tout cas, on retient ça pour finir cette première partie de podcast. Marie, là on est sur la fin de notre podcast et très souvent, déjà que c'était très intime en termes de questions puisque vous vous êtes énormément exposé et livré, mais là je vais revenir sur 3 petites questions encore plus personnelles. Alors aujourd'hui, comment vous prenez soin de vous, ce qui vous ressource vraiment, ce qui vous repose, vous donne ou vous redonne de l'énergie? Qu'est-ce que vous faites pour ça? J'ai réappris à m'émerveiller comme les enfants. Devant tout ce qui se passait. Donc vous pouvez vous émerveiller devant un sourire dans la rue, vous pouvez vous émerveiller devant une petite abeille qui se pose sur une fleur, de se dire que c'est pas banal et que tout ce que l'on vit, finalement, c'est beau. Parce qu'on est dans un monde tellement on véhicule du négatif et de la violence et des choses comme ça, donc émerveillez-vous, prenez du temps pour nager, pour voir des poissons, pour regarder la nature, se reconnecter à la nature, à cette jolie création, c'est beau, franchement, prenez ce temps-là, et moi ça me ressource, vraiment de s'émerveiller à nouveau comme un enfant, de regarder tous les jours le monde avec des yeux tout neufs. Voilà, c'est nouveau, et je suis beaucoup plus heureuse quand je fais ça, parce que c'est vraiment un moyen de sortir du passé, de tout ce qui va pas bien, et de se dire, non, allez, là, maintenant, il y a un peu de soleil, voilà, on a un peu de pluie, ça fait du bien, d'accepter ce qui se passe. Et puis de profiter de cette beauté qui nous est offerte, en fait. Mais oui, et puis on pourrait passer à côté parce qu'on rumine et qu'on est trop dans nos pensées négatives. Donc non. Levons les yeux et regardons un peu. Exactement. Ok, et de 1. Quel est votre dernier coup de cœur littéraire ou une exposition ou un film, quelque chose qui vous a vraiment marqué là, ces derniers temps? C'est un livre qu'on m'a offert parce qu'il y a des livres comme ça qui s'offrent. D'ailleurs, si vous achetez mon livre, je vous demande de peut-être pas le garder, de l'offrir. Parce que c'est important de véhiculer, de donner les choses. Et moi, on m'a offert un livre que je ne vais pas garder, que je vais donner à quelqu'un d'autre qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui a été écrit par Maud Amkawa. Voilà, et dedans, elle a plein de jolies citations, alors où elle dit que la vie n'est pas qu'une suite d'options, qu'on est tous responsables de nos actes, de nos émotions,
Voilà, elle dit que chaque instant que l'on perd à être malheureux, il ne nous sera jamais rendu. Donc je trouvais que c'était vraiment un parcours initiatique pour sortir de tout ce qu'on vit et de se dire, et elle dit encore aussi cette jolie phrase, aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi il s'appelle présent. Alors là, on pourrait faire un podcast que sur le présent, tellement c'est important de le redécouvrir, ce que c'est qu'être, vivre au présent et être présent aux autres et à soi, sans s'oublier, quoi. Alors évidemment, tout ce que nous vous partageons avec Marie, on vous mettra bien évidemment les références pour que vous puissiez retrouver les personnes. Alors, de ce fait, troisième petite dernière question, quelle est là ou les personnes qui vous inspirent en ce moment ? Alors, c'est même pas qu'en ce moment, j'ai une maman de cœur. Parce qu'on a des mamans, puis on a des mamans de cœur. Ma maman de cœur, j'en ai jamais parlé. Elle s'appelle Jacqueline. Et en fait, depuis mes 18 ans que je l'ai découverte, c'est ma maman qui m'a toujours écoutée et sortie de situations compliquées. Donc là, je veux lui rendre hommage. Et avec la belle émotion avec beaucoup d'émotion. Oui. Parce que vraiment, une maman courageuse, parce qu'elle est très courageuse, elle lutte contre la maladie. Et ça aussi, c'est quelque chose, quand les gens sont autour de vous et qui luttent contre la maladie, qui gardent le sourire et qui laissent encore cet espoir envahir. Voilà, de ma vie, elle est là, elle est encore là, et je suis encore là. Et je me bats. Donc ça, c'est vraiment important de voir comment certaines personnes peuvent se battre. Et elles ont de jolies leçons à nous donner. Donc vraiment, c'est une personne qui m'inspire parce qu'elle a de jolies leçons. Eh bien, Marie, alors moi, de ce fait, je suis aussi dans l'émotion reçue parce que vous êtes beaucoup exposée. Je vous remercie d'avoir été aussi ouverte dans ce podcast. Voilà, tout ce que vous venez de nous partager est très intense et très fort, entre prendre de la distance, rester dans du bon sens, devenir peut-être des parents un peu décomplexés mais ancrés, parce qu'on a besoin aussi de vivre en étant présent à soi, parce que si on n'est pas présent à soi, on n'est pas présent à l'autre, d'entrer petit à petit sur peut-être un autre regard sur le pardon, et peut-être de le comprendre différemment, d'avoir peut-être d'en avoir moins peur de ce pardon et d'aller oser revisiter un petit peu nos vies et ces mémoires un petit peu enfouies, en tout cas ce qu'on a mis de côté. Apprendre à être soi, ça peut peut-être aussi nous faciliter la relation à nos enfants et les aider aussi à être autonomes, à essayer d'être des parents qui les outillent pour l'avenir, vous l'avez dit. Évidemment, ça demande du temps. On ne peut pas y arriver du jour au lendemain, vous l'avez dit, il n'y a pas de baguette magique. Moi, je le vois comme un temps, ou comme un équilibriste en fait, quelqu'un qui est un petit peu sur son fil et qui avance petit à petit, mais qui n'est pas seul et qui peut vraiment donner tout ce qu'il a à donner et à vivre. Donc, un immense merci pour ce temps partagé, pour cette simplicité dans notre échange. Ça serait avec joie qu'on pourra retravailler ensemble, Marie, j'en suis certaine. En tout cas, pour nos auditeurs, vous retrouverez, comme on la faisait l'année dernière, sous le podcast, la rubrique pour aller plus loin. On vous mettra les liens, les livres qui ont été cités, peut-être une bibliographie complémentaire et puis des vidéos. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver et on vous souhaite à tous et chacun une très belle année. À très bientôt et merci Marie. Merci beaucoup, merci. Et puis je terminerai par une petite phrase de ma grand-mère qui disait tout le temps aux parents, n'oubliez pas de dire tous les jours à vos enfants que vous les aimez. Merci. Merci.